s'il y avait, je vous propose de commencer avec vous, Augustin de Romanet, s'il y avait un risque que vous identifiez en particulier et qui nécessite un investissement et des prises de décision aujourd'hui pour un groupe comme Aéroports de Paris. Alors, le risque, il est à la hauteur de la surface de nos installations, donc il est partout. Je dirais que si vous me demandez comme ça, à brûle-pourpoint, le risque principal pour nous, c'est qu'un acte de malveillance, un acte criminel se produise dans une zone qui ne serait pas couverte par des caméras, assurément, et dans lesquelles nous n'aurions pas exercé la vigilance minimale de prévention. Alors je pense une chose très précise, c'est nos parkings, par exemple. Nous sommes en train de prendre des mesures, et j'ai donné des instructions il y a déjà plusieurs mois pour qu'il n'y ait pas une seule zone de parking dans laquelle nous n'ayons pas une caméra qui soit en mesure de savoir si oui ou non tel ou tel objet a été posé en dessous de tel ou tel véhicule. Et puis évidemment, la question corollaire, c'est celle de savoir si nous sommes à la hauteur de nos devoirs en n'assurant pas une détection d'explosifs systématique à l'égard dans ces zones, notamment avec des chiens, parce que finalement, il n'y a rien de plus facile que d'installer un explosif dans un endroit souvent mal éclairé, etc. Donc, vous vouliez une réponse ponctuelle, je vous la donne. Quand on dirige un ensemble aussi énorme qu'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, justement, on apprend, on l'a vu tout à l'heure, il y a ce risque des GAFA. Il y a cette inquiétude. On sait qu'ils sont là, qu'ils rôdent autour de notre économie, du digital et du numérique, évidemment. On apprend, quand on est à la tête d'Aéroports de Paris, à travailler avec eux, à gérer, à créer des partenariats ou à les éviter. Comment est-ce qu'on les gère, ces GAFA qui rôdent ? On essaye de se faire respecter. Il y a 2 ans, nos amis de Google nous ont expliqué qu'ils voulaient introduire dans nos aéroports leurs petits véhicules photographes pour cartographier l'ensemble de nos installations et en prendre possession. Et nous leur avons dit que nous les aimions beaucoup, mais que nous préférions qu'ils ne viennent pas dans nos aéroports. En revanche, nous avons fait des partenariats avec des startups pour être nous-mêmes en mesure de traiter à la fois la cartographie de nos installations et le traitement de ces informations. Nous avons par exemple, alors c'est tout nouveau, hein, mais il y a 2 ans, nous avons noué un partenariat avec 3 jeunes garçons qui avaient créé une entreprise dans un garage dans la ville de Troyes. Ça se fait beaucoup. Mais c'est une start-up dans laquelle avaient investi plusieurs capitaux risqueurs de talent à Paris qui nous avaient alertés sur eux. Et avec eux, nous mettons en place un logiciel qui s'appelle Vasco, qui permet à nos collaborateurs, agents commerciaux et gens de terrain, d'avoir sur une tablette la visualisation de l'intégralité des flux de l'aéroport. Nous avons expérimenté ça à Orly d'abord. Donc, vous êtes à Orly-Ouest, dans votre petit territoire, et vous pouvez voir où sont tous les flux. Et par exemple, vous pouvez savoir si à un moment, il y a une file d'attente très grande dans des postes d'inspection-filtrage. Vous pouvez comprendre qu'il y a un bagage abandonné qui fait qu'il y a une foule qui est stockée à tel ou tel endroit, etc. Et ça leur donne des possibilités de réaction plus fortes. Donc, nous accumulons beaucoup de données sur nos aéroports. Nous essayons de les traiter nous-mêmes. Mais effectivement, la question que vous posez sur la question de savoir si la France sera en mesure d'avoir des entreprises qui dament le pion des GAFA est une question qui est totalement d'actualité. Et nous, entreprises qui gérons tout l'écosystème de l'aéroport, nous sommes très à la recherche d'innovateurs. Nous venons d'inaugurer notre nouveau siège social à Charles de Gaulle depuis 2 jours. Pour ceux d'entre nous qui viendront nous visiter, ce que je ne peux que vous inviter à faire, en entrant à gauche, vous avez 300 mètres carrés qui ressemblent à un Fab Lab de la Silicon Valley. Nous avons un espace pour les startups qui accueillera, presque à la manière d'un incubateur, des jeunes entrepreneurs qui voudront innover. Et nous sommes tout à fait désireux non seulement d'aider à la réalisation d'innovations, mais aussi d'être investisseurs en fonds propres. Nous allons annoncer dans quelques jours la création d'une structure dédiée à l'innovation. Nous avons dégagé un budget assez significatif pour investir soit en direct dans des startups,
soit dans des fonds d'investissement qui nous ouvrent un portefeuille de créateurs. Enfin bon, je ne vais pas être trop long parce que je vais vous casser les pieds. La seule chose que je veux vous dire, c'est intéressant, justement, c'est que si vous avez parmi vous ou même si vous, personnellement, vous avez des idées d'innovation qui supposent de la réflexion collaborative, voire un peu d'argent, nous sommes des partenaires motivés pour investir. C'est le fonds baptisé NEC Mergiture, c'est ça? Non, NEC Mergiture, c'est un fonds de la ville de Paris sur la question de sécurité dont nous sommes partenaires. Okay. Mais c'est un fonds propre à l'entreprise ADP. Augustin de Romanet, on est là dans la menace terroriste qui doit être un des soucis que vous avez, vous, à la tête d'Aéroports de Paris au quotidien, en tout cas une priorité. On arrive avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Smart Airport aussi à utiliser le digital, le numérique, les nouvelles technologies pour aider la traque et lutter contre le terrorisme, où on a un temps de retard, comme on dit souvent, par rapport justement à l'inventivité des hackers et des terroristes? Non, je crois qu'on n'a ni temps d'avance ni temps de retard. On a simplement une collaboration intéressante avec les pouvoirs publics parce que, au fond, la sécurité d'un aéroport, c'est dans la zone réservée, la gendarmerie des transports aériens. Dans la zone publique, la police de l'air et des frontières et l'armée. Dans les approches de l'aéroport, ça va désormais être bientôt la préfecture de police. Et puis, lorsque un terroriste est derrière sa machine, son ordinateur au Châtelet, en train de prendre un billet pour la Syrie, enfin pour la Turquie, pour aller en Syrie, ce sont des services d'intelligence de l'État. Donc, au fond, nous, aéroports, nous savons, comme l'État d'ailleurs, que la sécurité d'un aéroport, c'est autre chose que la sécurité d'un hôpital, d'un stade ou d'une salle de musique. Pendant longtemps, j'avais un peu de scrupules devant la démarche consistant à dire il faut toujours plus de sécurité dans l'aéroport. Je me suis dit c'est un peu égoïste, parce que plus on met de sécurité autour de l'aéroport, plus on reporte les terroristes éventuels vers d'autres lieux. Et puis, ce qui s'est passé à Zaventem, donc l'aéroport de Bruxelles, et à Istanbul, a montré qu'en fait, pour un État, le fait qu'un aéroport soit attaqué est une telle atteinte à l'image de marque que c'est vraiment un endroit qu'il ne faut pas avoir d'hésitation à sursécuriser. Et donc, je suis allé en Israël il y a quelque temps, et j'ai vu qu'en Israël, eh bien, la vision de la sécurité de l'aéroport est une vision totalement holistique, partagée entre l'aéroport lui-même et l'État. Donc l'aéroport prend une multitude de mesures, à commencer par l'installation physique de lieux qui permettent aux policiers d'exercer leur métier en toute efficacité, en toute discrétion. Si vous allez dans un aéroport en Israël, vous verrez des bulles qui ressemblent à des espèces d'œufs et qui sont opaques. Et en fait, derrière, vous avez des postes d'observation avec des personnes qui sont prêtes à tirer en quelques secondes. Ils ont une théorie qu'ils appellent la pelure d'oignon, c'est-à-dire qu'il y a 7 niveaux de sécurité. Avant d'arriver à l'aéroport, vous êtes déjà traqué quand vous allez sur Internet prendre votre billet. Et puis ensuite, vous avez un premier poste de police, donc de l'État. Donc ça n'est pas l'aéroport, c'est l'État, qui vous contrôle à 5-6 km de l'aéroport. Ensuite, quand vous arrivez sur le linéaire de l'aéroport, vous avez des policiers en civil qui sont habillés comme des routards, avec des sacs à dos et des jeans effrangés. Et au total, donc, la sécurité en l'espèce, puisque vous m'interrogez sur la sécurité des aéroports, c'est une action qui oblige à une coopération parfaite entre, d'une part, tous les services de l'État impliqués, et ils sont nombreux et très engagés, et puis les services de l'aéroport, la pointe de diamant étant le renseignement, puisque aux équipes spécialisées de renseignement qui sont en place, et la préfecture de police a mis en place, par exemple, à Charles de Gaulle, une équipe de 25 personnes spécialement dédiée au renseignement humain. Cette équipe ne peut pas travailler utilement si nos propres collaborateurs ne font pas aussi du renseignement et ne sont pas éduqués pour cela. Donc, je dirais que nous sommes une entreprise un petit peu différente des autres dans la mesure où nous savons que l'intérêt général et l'intérêt particulier chez nous ne font qu'un dans cette question. Vous êtes une entreprise commerciale aussi. Vous avez des magasins, vous avez évidemment une partie du business d'ADP. Ça consiste précisément à valoriser le travail des boutiques. Plus de sécurité, c'est pas un dilemme dans ces cas-là? Est-ce que c'est pas un frein éventuellement à
au chiffre d'affaires et au business de ceux qui sont chez vous? Ça, c'est une bonne question. S'il y a bien une chose qui n'est pas négociable, c'est la sécurité ou la sûreté. Donc, me dites pas qu'on va faire 1 centime de chiffre d'affaires de plus en négligeant la sûreté ou la sécurité, ça n'existe pas. Non, en revanche, là où nos intérêts sont convergents avec les consommateurs et les passagers que nous sommes tous, c'est la fluidité. Oui. Donc, nous avons un énorme effort à faire, que ce soit pour les postes d'inspection filtrage, mais je dois rendre hommage à tous les prestataires qui nous aident dans cette affaire. Nous avons un taux de succès d'attente au poste d'inspection filtrage inférieur à 10 minutes qui est de l'ordre de 96%. Donc je crois que chacun d'entre vous l'a expérimenté d'ailleurs. Les postes d'inspection filtrage dans les aéroports se sont énormément améliorés. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui avec des prestataires des contrats qui sont avec des obligations de résultats et non pas des obligations de moyens. Donc la fluidité à l'inspection filtrage est très importante. Et puis aussi la fluidité au contrôle aux frontières. Et nous travaillons beaucoup avec la police aux frontières pour développer les systèmes de reconnaissance faciale, pour permettre au système PARAF d'aller beaucoup plus vite, d'abord qu'ils soient plus nombreux, d'aller plus vite. Et puis, j'espère que d'ici quelques années, nous n'aurons plus au poste d'inspection filtrage à enlever nos chaussures, à enlever nos pièces de nos poches. Formidable. Si on y arrive. Voilà, on passera dans des machines. Alors, Joël de Ronet me disait il y a quelques instants que nous pouvions éventuellement être un peu malheureux qu'on nous voit tout nus à travers la machine. Moi, je veux dire, personnellement, ça m'est complètement égal. Et je pense qu'à partir du moment où les gens qui surveillent la télévision sont habilités à voir les gens tout nus toute la journée, au bout de 5, oui, ça leur fera plus grand-chose. Donc, au fond, je pense que dans les postes d'inspection filtrage, on passera simplement à travers un scanner qui nous décryptera. Et puis, s'agissant de la police aux frontières, je pense que la reconnaissance faciale avec l'iris sera probablement la règle d'ici quelques années. Et Gilles Babinet disait à l'instant, Joël de Ronet, de toute façon, ceux qui observeront seront des robots. Donc il n'y aura pas de risque d'activité. Mais vous croyez pas si bien dire. Laurent Alexandre, qui est le spécialiste du transhumanisme, lui, mais qui est également chirurgien, disait récemment dans une audition au Sénat qu'on estime qu'en 2030, les radiologues seront totalement dépassés par les robots qui analyseront les photos de radiologie. Ah oui. Parce que les robots auront en tête toutes les tumeurs malignes ou bénignes qui peuvent exister. Et donc, au fond, le métier des radiologues est menacé par l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas les métiers manuels. Augustin de Romanet, on évoquait tout à l'heure aussi le fait qu'aujourd'hui, un aéroport, évidemment, ne peut pas, est pas hors sol, par définition, et rattaché aussi à un écosystème, à une ville la plupart du temps, et d'ailleurs les deux se servent. L'aéroport profite à la ville, on le voit avec Paris notamment pour tout ce qui est touristique, et évidemment la grande métropole apporte du business à l'aéroport. Vous vous êtes battu pour notamment le Charles de Gaulle Express, de façon à ce que justement il y ait du lien, c'est-à-dire que j'ai envie de dire un peu, et avec les technologies et avec la réalité de terrain, votre objectif à vous, c'est finalement un monde sans couture. C'est passer de l'aéroport à la ville, de la ville à l'aéroport et de tous ces services entre Smart Airport et Smart City. C'est un peu ça l'objectif final ? Oui, effectivement. La France est un pays magnifique parce qu'habituellement, il se caractérise par des ingénieurs, alors qui ne sont pas à la CNIL, Gilles, mais qui sont dans les laboratoires d'ingénieurs des ponts. Mais il y a eu une petite faille dans le dispositif avec la desserte de Charles de Gaulle. Songez que Charles de Gaulle a été lancé dans un conseil des ministres de 1964 et il a ouvert le 8 mars 1974. Il a fallu simplement 10 ans. Eh bien, s'agissant de CDG Express, qui est donc la ligne directe qui reliera la gare de l'Est à Charles de Gaulle en 20 minutes 4 fois par heure, le projet a dû être lancé, disons, au début des années 90. Et nous sommes en 2017 et il est toujours pas là. Donc, voilà, effectivement, lorsque je suis arrivé au sein du groupe Aéroport de Paris, un de mes premiers coups de fil, ça a été d'appeler le directeur régional de l'équipement et de lui dire « Mais quelles sont vos prévisions de trafic pour l'autoroute A1 d'ici 2025-2030 ?» Réponse. Oui, effectivement, ça va être compliqué. On songe à mettre en place une circulation alternée. Et alors là, je me suis dit qu'au fond, si je devais laisser une seule chose de mon passage dans cette entreprise, c'est le CDG Express.
Parce que, au fond, si vous n'avez pas une certitude sur le temps de transport, les prévisions de durée de transport en véhicule automobile d'ici 2030 sont que, alors qu'aujourd'hui c'est de 45 minutes, en 2030 ça sera 90 minutes. Donc vous imaginez un soir de novembre, avec la préparation des courses de Noël, de la pluie et une grève au centre de Paris, vous en avez pour 3 heures. Donc je me suis dit, l'aéroport ne sera tout simplement plus exploitable. Parce que vous êtes japonais, vous venez pour la Fashion Week, pour une présentation au Carrousel du Louvre à midi. Vous vous dites, je prends l'avion de la nuit, j'arrive à Paris à 6h du matin. Et si à 6h du matin, vous débarquez, il vous faut 1 heure pour avoir vos bagages, donc à 7h, vous êtes sur le linéaire, et on vous dit, écoutez, l'autoroute A1 est bloquée. Ah bon, je vais prendre le RER. Ah oui, non, le RER est bloqué aussi. Et ça m'est arrivé, ça restera un très bon souvenir. Quand j'ai été voir le précédent secrétaire d'État au transport, Frédéric Cuvillier, en janvier 2014, je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, je viens vous parler du CLG Express. Vous voyez, ce matin, le RER B est bloqué. On venait de m'annoncer que la rame était au milieu d'un talus depuis 1 heure. Et il me dit, au moment où je le vois, il me dit, vous ne croyez pas si bien dire, il y a un camion de produits chimiques qui est renversé sur la 1. Voilà, donc je ne vais pas être trop long, mais au fond, l'aéroport Charles de Gaulle, c'est un peu comme le Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire que c'est un isthme qui est relié par une digue très étroite, et donc c'est fragile. Et donc effectivement, comme vous l'avez dit, ce système de train sera important pour qu'on puisse continuer à exploiter l'aéroport. Sinon, dans les réseaux sociaux du monde entier, on vous dira, si vous voulez venir à Paris de façon sûre, vous atterrissez à Bruxelles. Ensuite, vous prenez le Thalys, vous en avez pour 1h20. C'est aussi bien que de prendre le RER B qui a beaucoup d'à-coups. Et c'est de l'aménagement du territoire aussi, parce que finalement, il faut faire adhérer la population également. Il n'y a pas de raison, quelque part, sur un projet comme celui-là, que le touriste de l'aéroport soit mieux servi que le parisien, francilien des environs de l'aéroport, non ? Tous les urbanistes vous disent que le taux de croissance d'une conurbation est fonction de la fluidité des circulations. C'est très facile à prouver. Et donc, tous ceux qui ont à voir avec la sécurité ont à voir avec cette croissance, puisque dans la mesure où on favorise une sécurité fluide et sûre, on favorise les appariements et donc on favorise la croissance. Vous êtes à la tête d'Aéroports de Paris, mais vous êtes aussi, on le disait tout à l'heure, un grand serviteur de l'État quand même, historiquement. Il y a cette nécessité quand même, il y a quelques semaines, ici devant une autre assemblée, Patrick Ollier, qui dirige le Grand Paris maintenant, disait pour financer un certain nombre d'architectures, j'ai dû aller chercher des fonds indiens et chinois notamment, nous expliquait-il, et japonais je crois. C'est-à-dire qu'il y a quand même la nécessité que la puissance publique soit derrière le financement de tous ces risques numériques et digitaux et de ces opportunités qu'il y a derrière, non ? Il faut distinguer les infrastructures type transport ou les grands équipements type centrale nucléaire pour lesquels de toute éternité la puissance publique a financé les infrastructures de base. D'ailleurs, on a bien vu quand on a cherché à faire financer par le marché, donc les petits porteurs, des grandes infrastructures comme Eurotunnel, ça a conduit à des drames. Oui. Donc voilà, le Grand Paris, du métro, des infrastructures fondamentales comme ça nécessitent la présence de la puissance publique. Je précise que le CDG Express sera fait sans appel aux contribuables par le groupe ADP, SNCF Réseau et la Caisse des dépôts. En revanche, s'agissant des grandes infrastructures numériques, on retrouve aussi la même distinction. J'ai toujours pensé qu'il était important que l'État se mêle de la couverture du territoire en très haut débit. C'est un enjeu à 25 milliards d'euros. Et je ne crois pas que le marché puisse faire tout seul. J'avais expliqué ça à la Caisse des dépôts il y a 10 ans. Ma tête avait été mise à prix par France Télécom. Mais aujourd'hui, on est en train de réaliser qu'on va prendre un retard énorme. Donc je crois que lorsqu'il s'agit de mutualiser des dépenses très lourdes et d'avoir des externalités positives liées au fait qu'une certaine intelligence vienne mettre de l'ordre dans les investissements très lourds, on a besoin de la puissance publique. Mais il faut limiter autant que possible l'appel à la puissance publique. Il y a beaucoup de capitaux privés qui rêvent de s'investir. Il faut, me semble-t-il, laisser le plus de place possible aux capitaux privés lorsque les projets sont de taille raisonnable. Merci beaucoup Joël de Ronet, Augustin de Romanet et Gilles Babinet pour cette table ronde passionnante. Je vous souhaite une bonne continuation sur cette soirée. Bon appétit. Merci.